Merci d'être venus de si loin pour beaucoup d'entre vous, parce qu'il y a des gens venus de toute la France et même d'autres pays. J'ai vu aujourd'hui des Belges, des Suisses, j'ai vu des gens de toutes les provinces de France. Merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation et à la réussite de cette journée, à tous les volontaires, à tous les bénévoles, à tous les niveaux qui ont vraiment contribué à ce que ce rendez-vous soit un authentique rendez-vous du pays réel. Merci aussi aux différentes personnalités qui ont bien voulu apporter leur concours, leur soutien, leur participation à cet événement. Je pense naturellement à Jean-Marie Le Pen et à Alain Soral, à Pierre Hilard, à Hervé Ryssen, à tant d'autres, à Marion Sigaud, à Valérie Bugeaud, tant d'écrivains, tant de journalistes dissidents qui ont, par leur présence, apporté un authentique soutien et un réel crédit à cet événement. La journée, le colloque de cette troisième journée du pays réel, troisième fête du pays réel, avait pour thème le grand remplacement, mythe ou réalité. La question pouvait sembler saugrenue a priori, tant il suffit d'emprunter un métro à Paris, une gare à Paris, pour bien constater de nos propres yeux qu'il ne s'agit pas d'un mythe, mais d'une réalité. Hélas, néanmoins, la mauvaise foi générale qui règne en ce moment nous force à démontrer ce qui est une évidence, car vous l'avez particulièrement entendu ces dernières semaines, les médias ne croient pas au grand remplacement. Les médias du système nous prennent pour des complotistes, nous prennent pour des conspirationnistes, considèrent que nous fantasmons, estiment que nous sommes d'une certaine façon déséquilibrés. Et pour dissuader le Français moyen d'accepter publiquement de reconnaître l'existence de ce grand remplacement, on utilise toutes les cartouches, le système est plein de ressources. Alors il y a la fusillade de Christchurch qui sert d'un seul coup à prétendre que parce que un bonhomme en Nouvelle-Zélande a commis une fusillade, quiconque parle du grand remplacement serait d'une certaine façon son complice, son inspirateur, l'instigateur de la violence ou de l'appel à la haine. Mais l'appel à la haine, d'où vient-il? L'appel à la violence, où est-il? Le crime, la délinquance, l'insécurité, qui l'a créé? Et qui l'a subi? C'est le Français qui l'a subi. C'est l'immigration organisée par les Soros et Attali qui l'a créée. C'est ça la vérité. On nous ment, on nous trompe. On cherche à faire passer tous ceux qui appellent à la résistance, à la dissidence, pour des criminels en puissance. On oublie de dire que l'auteur de la tuerie de Christchurch avait fait un stage en Israël. Pas vraiment le courant politique nationaliste tel qu'il est représenté ici. Vous l'admettrez. Alors, il n'y a pas que les médias du système qui prétendent que le grand remplacement est un mythe. Même parmi ceux qui ont en théorie assumé la mission de défendre la France et les Français, nous jouent le jeu du « le grand remplacement ».
Mais de quoi s'agit-il? Marine Le Pen, à la télévision, elle qui estime être la meilleure représentante de la défense des Français, interrogée en direct sur le grand remplacement, déclare qu'elle n'en a jamais entendu parler. Mais comment est-il à ce point possible qu'une personne qui prétend incarner la défense de la France et des Français, qui prétend défendre la France de base, la France du petit peuple, ose affirmer devant l'intelligentsia, la médiacratie, que le grand remplacement, elle n'en a jamais entendu parler? Est-ce parce qu'elle fréquente trop les cénacles de la jet-set et de la haute finance qu'elle a oublié aujourd'hui ce que vit, ce que subit la France et les Français de base? Tout au long de cette journée, il vous a été démontré scientifiquement que le grand remplacement n'est pas un mythe, mais une réalité. Vous avez commencé par entendre Claude Timmermans vous parler de l'aspect statistique et démographique. Et il est apparu bien vite que l'État français, les autorités françaises, par le fait même qu'elles cherchent à vous cacher les chiffres du grand remplacement, eh bien cela signifie de facto que cet État français a quelque chose à vous cacher. La dissimulation des chiffres implique qu'il y a quelque chose de subverti. Si ce grand remplacement n'existait pas, si l'immigration était quelque chose de mineur au niveau du coût et des conséquences pour la société française, pourquoi donc, au nom de quoi donc, les autorités françaises dissimuleraient-elles les chiffres, les statistiques? Empêcheraient-elles que nous soyons tous en mesure de disposer des éléments comptables de cette immigration? Quand on a quelque chose à dissimuler, c'est que l'on est déjà du camp des vrais comploteurs. Il vous a ensuite été démontré à quel point il y a le grand remplacement des élites. Et jusque dans les écoles, on travaille au grand remplacement. Et là encore, cette semaine, vous l'avez vu, on a annoncé l'inauguration d'une école islamique turque parrainée par Miligorus, une organisation islamiste proche d'Erdogan. Est-ce que tout cela est normal dans la France d'aujourd'hui? Est-ce qu'il est normal qu'on ait simultanément droit à un ministre de l'Éducation nationale comme Blanquer qui menace les écoles catholiques hors contrat et qui légitime des écoles sous direction, sous patronage de l'étranger et d'autres religions de l'étranger? Est-ce normal de la part d'un ministre français? Nous pensons que non. Vous avez vu ensuite, par l'intermédiaire de la conférence de Dominique Tassot, qu'il n'est pas possible d'organiser ce melting pot sans que cela ait des conséquences négatives, néfastes, destructrices pour la France, pour l'avenir des Français, pour l'avenir de vos enfants, de vos petits-enfants. Ce n'est pas admissible que des autorités conduisent le pays dont ils ont autorité au suicide, parce qu'il y a bien l'organisation d'un suicide par l'État. Vous avez eu l'occasion d'entendre le professeur Franck Bousco vous montrer à quel point le droit, aujourd'hui,
œuvrent contre l'intérêt de la France et des Français. Vous avez ensuite eu l'intervention de M. l'abbé Choutard, qui vous a démontré comment nous assistons bel et bien, dans le cadre, soi-disant, de la laïcité, à un grand remplacement religieux. Et puis vous avez eu ces interventions il y a quelques instants de Jean-Yves Le Gallou, vous montrant à quel point les médias vous mentent sur le sujet, et puis de Pierre Hilard, vous montrant à quel point le mondialisme, le nouvel ordre mondial, est bel et bien à l'origine de ce grand remplacement. Je voudrais maintenant conclure sur cette démonstration scientifique par un argument imparable. L'immigration de grand remplacement n'est pas un mythe, mais une réalité. J'en veux pour preuve qu'elle est un concept officiel des Nations Unies, évoqué dans un document du département des affaires économiques et sociales de l'ONU daté de l'an 2000. Ce rapport de l'ONU est intitulé « La migration de remplacement » et est présenté comme une solution au déclin et au vieillissement des populations. Ce sont les termes du document officiel de l'ONU. Je vous cite des extraits de ce document de l'ONU. Les projections des Nations Unies indiquent qu'au cours des 50 prochaines années, les populations de presque tous les pays d'Europe, ainsi que le Japon, devront faire face à un déclin démographique et au vieillissement de la population. Les nouveaux défis que constituent le déclin et le vieillissement des populations vont nécessiter de nouvelles évaluations, de nombreuses politiques et programmes mis en place, y compris ceux relatifs à la migration internationale. Mettant l'accent sur ces deux tendances démographiques frappantes et critiques, le rapport de l'ONU considère une migration de remplacement pour les pays à faible fécondité, particulièrement l'Allemagne, la France, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et même les États-Unis, et plus généralement l'ensemble des pays de l'Union européenne. La migration de remplacement, citée par l'ONU, se réfère à la migration internationale qu'un pays aurait besoin pour compenser le déclin démographique et le vieillissement de la population résultant de taux de fécondité et de mortalité faibles. Le rapport onusien indique que d'ici 2050, écoutez-moi bien, l'objectif serait de tripler au minimum le nombre de personnes vivant en Europe. 3 personnes sur 4 vivant en Europe seraient alors issues de l'immigration récente. 3 personnes sur 4. Je vous cite mot à mot l'extrait de ce rapport de l'ONU publié en l'an 2000. Vers la fin de la période, c'est-à-dire vers l'horizon 2040-2050, le nombre annuel net de migrants requis par l'Union européenne serait l'équivalent de la moitié de la croissance annuelle de la population de la planète. D'ici 2050, poursuit le document de l'ONU, la population totale de l'Union européenne augmenterait à plus de 3 fois son niveau actuel. Toujours en vous citant ce document, il est stipulé, dans ce processus,
Les 3/4 de la population totale européenne en 2050 seraient constitués de migrants post-1995 en provenance de l'extérieur des frontières actuelles de l'Union européenne et de leurs descendants. C'est bel et bien le grand remplacement organisé, instigé officiellement par le département de l'ONU. Ce n'est donc pas un mythe, c'est une réalité organisée, orchestrée par les institutions mondialistes. Que personne ne nous dise encore que nous fantasmons, que nous sommes des complotistes. Ce sont les médias qui auraient dû, s'ils faisaient leur travail, montrer ce document. C'est à nous aujourd'hui de démontrer, de prouver ce qui est une évidence, de sortir des documents officiels de l'ONU parce que les médias nous mentent, parce que les médias ne font pas leur travail, parce que les médias trompent jour après jour les Français, trahissent les Français alors qu'ils vivent des subventions des Français. Il faut punir les médias du système, il faut leur couper les vivres, il faut leur couper les subventions. Ce document de l'ONU est également bien la preuve en vérité que le grand remplacement non seulement n'est pas un mythe, mais que sa mise en pratique a d'une certaine façon commencé en 1975, lorsque Simone Veil, à l'époque ministre de la Santé, a accouché, si l'on peut dire, de la loi légalisant l'avortement. Depuis lors, 225 000 femmes se font avorter chaque année en France, à la suite de quoi le patronat cosmopolite réclame avec l'ONU plus d'immigrés pour compenser la dénatalité qu'il a lui-même organisée, occuper les postes professionnels et payer nos pensions. Car c'est bien connu, naturellement, vous en êtes tous bien conscients, ce sont ces Africains arrivés sur des bateaux poubelles qui vont payer vos pensions. Vous en avez naturellement conscience, n'est-ce pas? Mais jusqu'où ira cette mascarade, ces mensonges, ces médias mensonges? Et vous avez, au-delà de tout cela, ce grand remplacement culturel dont nous avons la vue sous nos yeux chaque jour. Ici, nous avons essayé de vous présenter avec des artisans, des artistes catholiques, la France du terroir, la France des clochers, ce que la culture française peut avoir de beau, de bon, à quoi elle peut contribuer à élever l'âme, à élever les consciences, à élever l'intelligence, à pousser à être quelqu'un de bon. Mais ce que les médias nous proposent, ce n'est pas le beau, ce n'est pas le bon, c'est la laideur, c'est le multiculturalisme, c'est le melting pot, ce sont les rappeurs Booba et Caris détruisant des commerces d'un aéroport, promettant une bagarre de rappeurs par un média interposé et devenant de cette façon des star systems. Voilà ce que les médias nous proposent comme modèle culturel de personnages dont je ne pourrais même pas dire les qualificatifs pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Mais vous aurez compris à quel point mon dédain est profond de voir à quel point les médias nous montrent ce genre de personnages, d'individus, de bas individus, et les proposent en modèle à notre jeunesse. Et quand ce n'est pas Booba et Caris, c'est Cyril Hanouna. Mais à quoi donc veut-on mener la jeunesse de France
C'est la déculturation qu'on nous propose. C'est l'avilissement qu'on nous propose. C'est le nivellement par le bas qu'on nous propose. C'est l'assassinat de l'intelligence qu'on nous propose. Et même le camp national est aujourd'hui, d'une certaine façon, affecté par une forme de grand remplacement dans ses références. Hier, le camp national brillait jusque dans les prétoires avec maître Isorni et maître Tixier-Vignancourt. Aujourd'hui, Louis Alliot a pour avocat maître Goldnadel et Marine Le Pen a pour avocat maître David Dassa-Ledest, par ailleurs avocat de la Ligue de défense juive. Et c'est ça la France aux Français, si l'on y croit encore. Autrefois, le camp national se nourrissait des livres et des articles de presse de Charles Maurras, de Léon Daudet, d'Henri Massis, de Benoît Méchain, de Jacques Bainville, de Louis Veuillot et de dizaines, de centaines d'autres plumes talentueuses de la culture française. Aujourd'hui, la droite nationale en est souvent réduite à s'abreuver uniquement auprès de Finkielkraut et de Zemmour, auxquels trop de gens de notre camp délèguent le soin de seuls représenter les intellectuels français de droite. Triste France. Jadis, le camp national puisait ses références dans le passé glorieux de sa propre patrie. Aujourd'hui, la plupart des figures de la mouvance nationale n'envisagent plus de faire de la politique sans publiquement faire allégeance à Israël. Or, on ne sert pas 2 maîtres à la fois. Il est grand temps que la France, de même que chacune des nations du continent européen, reprenne son sort en main et cesse de faire repentance. Cela implique de connaître et d'aimer notre histoire, notre terroir, notre foi. Ces 3 éléments ne sont pas dissociables si on veut approcher la véritable France. Cette véritable France, c'est celle dont les chemins sont parsemés de calvaires, dont près de 5000 communes portent le nom d'un saint, et dont quantité de héros guerriers, de Charles Martel à Sainte-Geneviève, de Saint-Louis à Sainte-Jeanne d'Arc, ont agi à la fois pour Dieu et pour la France. Chers amis, si nous voulons nous libérer du grand remplacement, sous toutes ses formes, de quelque rive du Jourdain qu'il vienne, ça demandera que la France et les mouvements qui prétendent défendre la France et les Français cessent de faire allégeance à d'autres nations, cessent d'être les partis de l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui prétendent défendre la France et les Français, hélas, trop souvent, nous mentent, vous mentent, et sont les partis de l'étranger. Le grand remplacement aujourd'hui, on ne le dira jamais assez. Il vient d'Afrique, il vient du Proche-Orient, il vient de plus en plus quasiment de tous les continents. Mais ce n'est pas comme autrefois une armada ottomane,
Ce ne sont pas des émirs, des sultans qui ont dressé une multitude et les ont fait monter sur des bateaux. Non. Ceux qui l'organisent cette fois-ci portent d'autres noms, ont d'autres titres. Ils ne sont pas sultans, ils ne sont pas émirs. Ils sont de la haute finance apatride et cosmopolite. Ils s'appellent Soros, ils s'appellent Attali, ils manipulent la planète entière. Ils organisent le grand remplacement sous ses multiples facettes. Ce sont eux les auteurs du grand remplacement. Ce sont eux les causes de ce que nous vivons. Ce sont eux les cibles de notre résistance. Si nous voulons reprendre notre sort en main, si nous voulons que la France redevienne française et que l'Europe redevienne européenne, alors il faut aussi que la France redevienne chrétienne et que l'Europe redevienne chrétienne. Il faut que nous retournions à ce qui a fait la grandeur de la France et ce qui a fait la grandeur de l'Europe. Il faut que nous nous souvenions de ce qui a formé, forgé l'âme de nos peuples, ce qui a fait de nos ancêtres les bâtisseurs de ce dont nous sommes les héritiers et dont nous avons la charge et le devoir d'être les transmetteurs. Si nous cessons d'être ces Français chrétiens, d'être ces Français catholiques, si nous cessons d'avoir à la fois la volonté d'être patriotes et la volonté d'être des catholiques assumés, si nous nous soumettons à la laïcité, si nous nous soumettons aux valeurs républicaines, nous serons des héritiers indignes. Nous serons des traîtres non seulement à notre patrie, mais à nos familles, à nos ancêtres. Nous aurons à porter ce poids lorsque viendra l'heure dernière, le jugement dernier, d'avoir à expliquer à quel point nous avons été à ce point indignes, à ce point médiocres, à quel point nous avons participé par notre abandon à la destruction de la France et à la destruction de l'avenir de ceux qui sont les générations qui nous suivent. Et je ne crois pas que vous êtes de ceux-là. Et j'ai au contraire confiance en votre volonté, en votre détermination. Si vous êtes venus ici aussi nombreux et de toute la France et d'au-delà, c'est que cette France du pays réel, c'est que ces valeurs du patriotisme et de la foi, vous y croyez encore et à juste titre. Alors, de grâce, ne soyez pas simplement au retour des gens qui disent « c'était un bel événement, les discours étaient bons, j'ai rencontré des gens agréables ». Mais dites-vous, quelle part puis-je prendre dans la bataille qui se mène en ce moment? À mon niveau, dans quel rôle puis-je être efficace pour les aider à mener cette bataille décisive? Comment, à mon retour, puis-je m'engager pour servir la cause de mon pays, de ma foi, de ma religion, du Christ roi? Comment puis-je relever cet étendard de la chrétienté? Comment puis-je rappeler à mes enfants que ce pays n'a pas toujours été ce triste décor métissé, melting pot multiculturel, avili, décadent, dégénéré, émasculé, gendérisé, LGBTisé, lobotomisé? Au contraire, il faut qu'en retournant chez vous, non seulement par votre exemple, mais par les paroles que vous tiendrez à vos enfants, vous leur donniez le bel exemple du combat qu'à leur tour ils devront livrer.
Le père de famille, c'est cela son rôle aussi. C'est non seulement dans le temps présent d'être un acteur, d'être un combattant. Et le catholique est toujours un combattant. On l'a trop souvent oublié. Le véritable catholique, il doit le savoir. La nature même de sa catholicité le rend combattant. Si nous ne sommes pas combattants, si nous n'acceptons pas de livrer la bataille, c'est que nous ne sommes pas de bons catholiques. Il faut le dire. Ce n'est pas parce que nous livrons bataille que nous serons assurément de bons catholiques, mais en tout cas, si nous refusons de livrer bataille, nous serons certainement de mauvais catholiques. Alors le père de famille, il a le devoir, dans le temps présent, de livrer bataille et de donner le bon exemple à ses enfants, afin qu'à leur tour, ils aient tout ce qu'il faut pour prendre leurs responsabilités et livrer bataille. Notre monde peine, notre société se vautre, parce que trop d'hommes, aujourd'hui, sont dévirilisés, émasculés, déresponsabilisés. Nous avons besoin d'hommes qui soient des hommes et de femmes qui soient des femmes. D'hommes qui assument leurs responsabilités, montent au créneau, et de femmes féminines qui assument leur féminité et non pas le féminisme qui les asservit, qui les avilit. Nous avons besoin que ces hommes et ces femmes que vous êtes, et autour de vous, tous ceux qui partagent vos idées et à qui vous devez vous adresser au retour de cette journée, que tous, vous et eux, soient mobilisés pour mener cette bataille. Nous avons besoin, Civitas a besoin, d'une implantation dans toutes les communes de France. En 2020, ce seront les élections municipales. C'est un enjeu crucial. C'est un enjeu crucial pour la reconquête de notre territoire. L'enjeu local, l'enjeu municipal, la commune, l'échelon le plus naturel de la société, après la cellule familiale, il est à portée de main si nous le voulons. Il fait partie indiscutablement de la reconquête. Et si nous laissons passer cette échéance, nous porterons une grave responsabilité sur ce qui va se faire. Il y a en France environ 36 000 communes. À l'heure actuelle, Iketnung, il y a déjà plus de 2000 communes dans lesquelles il n'y a personne prêt à assumer de prendre la responsabilité d'être maire aux prochaines municipales. 2000 communes déjà aujourd'hui où le premier qui lève le doigt est assuré de devenir maire. Les estimations faites par différents organismes sur cette base considèrent qu'au jour de l'élection municipale en 2020, nous serons passés à 5000 communes en France, où il n'y a vraisemblablement personne qui sera désireux d'occuper le poste de maire. La reconquête, elle passe par là. Les territoires sont à reprendre. Si nous ne le reprenons pas, ce sont nos ennemis qui le reprendront, croyez-moi. D'autres ont bien compris, eux, cette échéance, cette opportunité. Alors, de grâce, organisons-nous. Ne nous glorifions pas de bons mots, de bons discours, de bons écrits. Agissons, agissons pour le bien commun, aidons la France à se redresser, partons à la reconquête pour la France et pour la chrétienté.